Elle a hébergé un sans-abri pendant des jours, puis 10 policiers en uniforme sont apparus. Claire Dumas vivait au sommet d'un petit immeuble ancien, à l'angle de la rue des Marronniers, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Son appartement, bien qu'un peu vieilli, était baigné d'une lumière douce et constante, grâce à ses grandes fenêtres peintes en bleu ciel, une teinte qu'elle avait choisie elle-même peu après son départ à la retraite. Elle disait souvent que ce bleu lui rappelait la mer, qu'elle n'avait pas les moyens de visiter plus souvent. Chaque matin, elle ouvrait ses fenêtres avec un rituel presque religieux, observant le va-et-vient des passants en bas, le lever du jour s'étalant lentement sur les toits irréguliers de la ville. À 64 ans, elle s'était résignée à une routine discrète, faite de petits plaisirs et de souvenirs qui n'osaient plus se bousculer. Depuis la mort de son mari, 15 ans plus tôt, et le départ de ses 2 fils à l'étranger, Claire s'était adaptée à la solitude, avec une résignation calme. Elle remplissait ses journées avec des livres, de longues promenades dans les pentes, un peu de jardinage sur son balcon, et surtout de l'observation. Car Claire observait tout. Chaque visage, chaque nuance de voix, chaque détail anodin dans la vie de ses voisins. Elle connaissait les habitudes de la boulangère d'en face, les disputes feutrées du couple au premier étage, les horaires précis du facteur et les jours de lessive du jeune étudiant du 3e. C'est dans cette mécanique bien huilée que quelque chose vint s'insinuer. Un soir de décembre particulièrement froid, alors qu'elle s'apprêtait à refermer ses volets, emmitouflée dans un châle de laine tricoté des années auparavant, son regard fut attiré par une forme inhabituelle près des poubelles, juste à côté de l'entrée de l'immeuble. Un homme recroquevillé contre le mur, tentait de se protéger du vent glacial avec une couverture élimée. Sa présence, bien que silencieuse, semblait détonner dans le calme figé de la nuit lyonnaise. Il ne faisait aucun bruit, ne bougeait presque pas. Claire le regarda longtemps, hésitant à refermer la fenêtre et à l'oublier. Mais elle n'y parvint pas. Il y avait quelque chose dans la manière dont il s'était blotti contre le mur, comme s'il cherchait à disparaître, à devenir invisible. Claire sentit une vieille douleur remonter dans sa poitrine, un écho de cette époque où elle-même, plus jeune, avait connu les affres du manque et de l'angoisse. Elle descendit sans vraiment réfléchir, enfilant à la hâte un manteau, ses pantoufles encore aux pieds. L'homme sursauta en la voyant approcher mais ne dit rien. Il la regarda avec des yeux fatigués, mais pas hostiles. Il semblait à la fois soulagé qu'on l'ait remarqué et terrifié à l'idée de ce que cela pouvait signifier. Claire s'arrêta à quelques pas, laissant une distance respectueuse entre eux. « Vous allez attraper la mort, là. Venez. J'ai une pièce vide à l'intérieur, » dit-elle d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il chercha dans son regard un signe, une intention cachée, comme s'il ne croyait pas à la possibilité de cette main tendue. Finalement, il hocha la tête sans un mot, se leva lentement et la suivit en boitillant légèrement. Claire ouvrit la porte de l'immeuble sans se retourner. Le froid s'engouffra brièvement dans le hall, puis fut remplacé par le silence, feutré de l'intérieur. Elle le conduisit dans une petite pièce attenante à la cuisine, anciennement utilisée comme atelier de peinture par son mari. Depuis son décès, elle y entassait des cartons et quelques meubles inutilisés. Elle tira un vieux matelas contre le mur, y mit des draps propres et une couverture pendant que l'homme restait debout, les bras croisés, observant les gestes sans dire un mot. « Vous avez un nom ?» demanda-t-elle en posant un oreiller sur le matelas. « Jules » murmura-t-il après un long silence. « Juste Jules. » Il n'en dit pas plus. Claire n'insista pas. Elle prépara une soupe, du pain beurré et déposa le plateau dans la pièce sans chercher à s'attabler avec lui. Il mangea en silence, comme si chaque bouchée devait être discrète, furtive. Lorsqu'elle revint pour prendre le plateau, il la remercia d'un signe de tête, les yeux baissés. Elle se contenta de refermer la porte doucement derrière elle. La nuit passa, étrange et légère à la fois. Claire dormait mal, ses pensées tournées vers cet inconnu dans la pièce, d'à côté. Elle avait agi par instinct, par humanité peut-être, mais elle ne pouvait empêcher l'inquiétude de s'immiscer dans son esprit. Qui était-il? D'où venait-il? Et pourquoi avait-il choisi précisément son immeuble? Au matin, Jules était encore là. Il s'était levé avant elle, avait rangé la pièce, plié les draps et s'apprêtait à partir. Claire le surprit en train d'ouvrir discrètement la porte d'entrée. « Vous pouvez rester encore un peu ? Il fait toujours aussi froid dehors, dit-elle en retenant le battant de la porte.
Jules la regarda avec une expression étrange, mi-gratitude, mi-hésitation. « Je ne veux pas déranger, souffla-t-il. Vous ne dérangez pas. Et puis, ce n'est que temporaire. » Il accepta. À contre-cœur peut-être, mais il accepta. Ce fut ainsi que Jules devint un habitant silencieux de l'appartement de Claire. Les jours suivants, il restait majoritairement dans sa pièce, sortant uniquement pour prendre ses repas ou aller à la salle de bain. Il ne posait pas de questions, n'exprimait aucune demande particulière. Il semblait toujours sur le qui-vive, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Claire ne cherchait pas à fouiller, mais elle observait. Elle avait toujours observé. Et plus les jours passaient, plus elle sentait que quelque chose, derrière le calme apparent de son invité, ne tournait pas rond. Et ce n'était que le début. Depuis l'arrivée de Jules dans l'appartement, une routine silencieuse s'était installée entre lui et Claire. Il n'était ni envahissant, ni indiscret. Il mangeait avec discrétion, nettoyait après lui et retournait aussitôt dans la petite pièce sans bruit. Pourtant, Claire sentait que cette présence, aussi tranquille soit-elle en apparence, modifiait imperceptiblement l'atmosphère de son quotidien. Il y avait dans les mouvements de Jules une tension sourde, une vigilance presque animale. Elle l'avait surpris plusieurs fois à jeter des coups d'œil rapides vers les fenêtres avant même de franchir le seuil de la cuisine, comme s'il redoutait qu'un regard extérieur puisse le surprendre en train de partager un café ou un morceau de pain. Il ne posait jamais de questions sur la maison, ni sur Claire. Il ne cherchait pas à nouer une quelconque complicité. Il semblait content de l'abri, du silence, et surtout de l'anonymat. Pourtant, quelque chose clochait. Il ne dormait presque pas, ou du moins pas profondément. Claire, insomniaque de longue date, avait l'oreille sensible aux bruits nocturnes. Elle l'entendait se lever plusieurs fois pendant la nuit, faire quelques pas, rester immobile dans le couloir. Une nuit, elle l'avait même surpris à la fenêtre du salon, le visage à moitié dissimulé derrière le rideau, observant la rue. Il avait sursauté en l'entendant s'approcher et s'était aussitôt écarté, murmurant qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Claire n'avait rien dit, mais elle avait noté cette agitation. Elle n'aimait pas l'idée qu'il se sente traqué car cela voulait dire qu'un danger réel rôdait autour d'eux. Un matin, en préparant le café, elle l'interrogea, d'un ton léger comme on aborde une anecdote. « Tu as veillé tard cette nuit. Tu regardais quelque chose dehors ?» Jules hésita une seconde, puis haussa les épaules. « J'ai cru entendre un bruit. Un moteur arrêté trop longtemps, mais c'était peut-être rien. » Claire hocha la tête, feignant l'indifférence, mais un frisson lui parcourut l'échine. Les bruits dans la rue ne l'inquiétaient jamais, en temps normal. Mais venant de lui, tout prenait une autre dimension. Il ne disait jamais rien au hasard. Les jours suivants furent marqués par de petits gestes de méfiance de la part de Jules. Il fermait toujours la porte de la pièce à clé lorsqu'il s'y trouvait. Il inspectait discrètement les abords de l'immeuble depuis le balcon lorsqu'il pensait être seul. Il ne parlait jamais de lui, ni de son passé. Claire, d'habitude peu curieuse, se surprit à vouloir savoir. Elle s'inquiétait. Non, pas pour elle, mais pour la possibilité d'avoir hébergé quelqu'un de dangereux sans le savoir. Une après-midi, alors qu'elle revenait du marché avec un sac de pommes, elle le trouva dans la cuisine, immobile devant la radio qu'elle avait laissée allumée. Une émission d'actualité passait en fond sonore, évoquant l'arrestation d'un suspect dans une affaire de vol de données industrielles. Le nom n'était pas mentionné, mais Jules avait blêmi. Il coupa la radio d'un geste sec en entendant Claire entrer. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant les pommes sur la table. « Juste un mal de tête », répondit-il rapidement. Le bruit. Il quitta la cuisine sans autre mot, la laissant seule avec le bourdonnement du silence qui revenait trop vite. Claire savait lire les gens. C'était une capacité qu'elle avait développée au fil des années, une sorte d'intuition née de son ancien métier d'enseignante. Elle reconnaissait les non-dits, les regards fuyants, les silences lourds. Et Jules en était rempli. Il était courtois, certes, et reconnaissant à sa manière, mais il était aussi chargé d'un poids qu'il refusait de nommer. Elle s'était mise à observer ses gestes avec plus d'attention encore, sa façon de toujours garder son sac à portée de main, même dans l'intimité. Son refus catégorique de répondre au téléphone lorsqu'il sonnait. Et surtout, cette manière de se tendre à chaque fois qu'un interphone résonnait dans le bâtiment. Un jour, alors qu'elle ouvrait le courrier, elle le vit surgir discrètement derrière elle pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule.
Il se ravisa aussitôt, s'excusant à mi-voix, puis retourna dans sa pièce. Claire resta figée, un moment. Le courrier encore à la main, le cœur battant sans trop savoir pourquoi. C'était la première fois qu'il se montrait aussi intrusif. Ou peut-être était-ce la première fois qu'elle le remarquait aussi clairement. Le soir même, elle décida de lui parler. Ils s'assirent dans la cuisine, autour d'un thé, la lampe suspendue diffusant une lumière jaune pâle. Claire prit le temps de choisir ses mots, veillant à ne pas l'effrayer. « Jules, je ne veux pas être indiscrète, mais tu agis comme quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas un simple froid qui t'a poussé ici, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il fixa sa tasse, ses doigts tremblant légèrement autour de la porcelaine. « Il y a des choses que je ne peux pas dire, pas encore. Mais ce n'est pas vous que je crains, Claire. » Alors qui? Un long silence s'ensuivit, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Finalement, Jules leva, les yeux vers elle, et pour la première fois, elle y lut autre chose que la fatigue, une forme de détresse pure, profonde. « Ce que je fuis n'est pas ce que vous croyez, et si je vous le disais maintenant, vous ne me croiriez pas. » Claire voulut insister, mais il se leva déjà, abandonnant sa tasse encore pleine. « Je vous demande juste un peu de temps, dit-il. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. » Elle le regarda disparaître dans le couloir sombre, la gorge nouée. Cette réponse ne lui avait rien appris, et pourtant, elle était plus inquiétée encore qu'avant. Elle se retrouva seule, son thé refroidi, son esprit en alerte. Elle comprenait maintenant que ce silence autour de Jules n'était pas accidentel. Il n'était pas timide, ni simplement perdu. Il cachait quelque chose de grave. Et ce quelque chose rôdait encore dehors, ou peut-être même plus près qu'elle ne le croyait. Claire s'était habituée à la présence discrète de Jules dans son appartement, mais elle n'avait jamais cessé de ressentir une tension latente dans ses gestes, dans ses silences. Elle avait accepté, sans vraiment comprendre pourquoi, de ne pas poser davantage de questions, peut-être par instinct, peut-être par une forme de peur ou simplement par respect pour cette détresse qu'il tentait de dissimuler. Pourtant, ce troisième soir marqua un tournant dans cette cohabitation incertaine. Un détail, une phrase, un regard suffirent à ébranler ce fragile équilibre. Le dîner s'était déroulé dans un silence plus épais qu'à l'accoutumée. Claire avait préparé une soupe aux lentilles, accompagnée d'un morceau de fromage de chèvre et de pain complète. Jules mangeait lentement, le dos droit, les yeux rivés sur son bol. Elle l'observait à la dérobée, notant la crispation de sa mâchoire, les mouvements raides de ses épaules. Quand il reposa sa cuillère, il la fixa un instant sans parler, comme s'il mesurait les conséquences de ce qu'il allait dire. Puis sa voix rauque et basse rompit enfin le silence. « Claire, je vais vous demander quelque chose. Ce sera étrange, peut-être même déplacé. Mais je vous demande de me faire confiance. » Elle le regarda en fronçant légèrement les sourcils, son intuition en alerte. « Je vous écoute. Ce que je vais dire doit rester entre nous. »« Absolument. Je veux dire, il ne faut en parler à personne. Ni vos voisins, ni un ami, ni la police. Personne ne doit savoir que je suis ici. » La demande fut posée sans colère, sans menace, mais avec une gravité profonde. Claire resta un instant figée. Elle n'osa pas répondre immédiatement. Tout en elle criait qu'elle devait comprendre ce que cachait cette injonction. Elle était une femme de principe, une femme rationnelle, et surtout, elle n'aimait pas les secrets imposés sans explication. « Pourquoi ?» demanda-t-elle enfin. « Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi devrais-je mentir pour toi ?» Jules détourna le regard, comme honteux de ce qu'il s'apprêtait à révéler, ou plutôt de ce qu'il refusait encore de dire. « Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que ceux qui me cherchent ne s'intéressent pas à la vérité. Ils cherchent à me faire taire, à tout prix. Qui sont-ils? Je ne peux pas en parler. Pas encore. Mais, croyez-moi, si je suis trouvé, je ne serai pas simplement arrêté. On effacera ce que je sais. Et ensuite, on me fera disparaître. Vous aussi, vous pourriez être en danger rien qu'en m'aidant. » Claire sentit un froid la traverser, bien plus glacial que celui de l'hiver lyonnais. Ces mots, cette tension dans la voix de Jules, ce regard chargé d'une peur presque panique, tout cela la frappa en plein cœur. Elle se leva sans répondre, alla chercher une bouteille d'eau dans la cuisine, simplement pour avoir un prétexte, pour réfléchir. Elle ne savait plus quoi penser. Était-il paranoïaque, manipulateur, ou disait-il simplement la vérité?
une vérité si énorme qu'elle semblait irréelle. Lorsqu'elle revint, il était debout, prêt à partir. « Si cela vous met mal à l'aise, je peux partir ce soir même. Je comprendrai. » Elle le fixa longuement. Il ne faisait aucun geste pour la convaincre. Il ne plaidait pas, il constatait. Et c'est peut-être ce calme, cette résignation qui la poussa à le croire, ou du moins à lui laisser le bénéfice du doute. « Non, dit-elle enfin, tu peux rester. Mais je veux que tu comprennes une chose, je ne suis pas une criminelle. Je ne cacherai pas un homme si je découvre qu'il représente un danger pour moi ou pour les autres. » Jules hocha la tête. Il semblait soulagé, mais garda cette retenue qui le caractérisait depuis le premier jour. Il remercia Claire d'un murmure presque inaudible, puis retourna dans sa pièce sans autre mot. Cette nuit-là, Claire dormit encore plus mal que d'habitude. Elle se tournait sans cesse dans son lit, les pensées tournant en boucle. Elle se revoyait, plus jeune, militante dans une association locale, criant contre l'injustice dans les rues de Lyon. Elle se souvenait de son mari, lui aussi épris de justice, qui l'avait souvent mise en garde contre la naïveté déguisée en bonté. Elle se rappelait aussi les heures passées à enseigner à des enfants turbulents que personne ne voulait écouter, et l'énergie déployée pour leur offrir un regard, une chance, un espace de confiance. Et maintenant, était-elle en train de répéter ce schéma avec un homme dont elle ne connaissait presque rien? Était-ce de la compassion ou une forme inconsciente de solitude? Le lendemain, elle décida de ne pas sortir faire ses courses. Elle voulait voir, observer. Elle avait l'impression que Jules, sentant sa décision encore fragile, faisait tout pour rester le plus invisible possible. Il ne sortit pas de la pièce de la journée, ne mangea que ce qu'elle lui apporta sur un plateau, ne fit aucun bruit. Mais Claire, elle, réfléchissait. Elle ouvrit doucement la porte du placard où elle conservait des documents anciens, sortit un vieux téléphone portable sans carte SIM et se dit qu'elle devait le garder à portée. Elle n'avait pas l'intention d'appeler qui que ce soit, pas encore. Mais l'idée qu'elle puisse à tout moment agir si quelque chose tournait mal la rassura un peu. Elle n'était pas naïve. Elle voulait croire Jules, mais elle n'était pas prête à se perdre dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Elle avait offert un toit, pas une couverture illimitée. La frontière était fine, mais encore visible. Les jours suivants furent identiques en surface, mais intérieurement Claire changeait. Elle se surprenait à tendre l'oreille au bruit de la rue, à guetter le moindre mouvement suspect par la fenêtre. Elle gardait un œil sur Jules sans jamais l'interroger. Il lui parlait peu, mais elle notait chaque inflexion dans sa voix, chaque tremblement dans ses mains. Elle savait que la vérité n'était pas loin. Elle savait aussi qu'un jour très proche, elle serait forcée de choisir. Soit croire totalement cet homme et l'aider jusqu'au bout, soit mettre fin à cette étrange cohabitation avant qu'il ne soit trop tard. Elle ignorait encore ce que ce choix lui coûterait. Le 4e jour de présence de Jules dans l'appartement de Claire débuta comme les précédents, dans un calme feutré, troublé seulement par les bruits familiers du quartier. Le matin était brumeux, le ciel voilé d'un gris terne, et la lumière peinait à pénétrer les vitres épaisses de l'immeuble. Claire avait préparé du café et quelques tartines qu'elle laissa sur un plateau devant la porte de la chambre de Jules, comme elle en avait pris l'habitude. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils viennent discuter. Depuis sa demande étrange de ne pas parler de lui à quiconque, un mur invisible s'était élevé entre eux, fait de respect mutuel et de non-dit. Mais ce jour-là, un détail imprévu vint perturber la routine. Alors qu'elle descendait les escaliers de l'immeuble pour sortir ses poubelles, Claire croisa son voisin du dessous, Monsieur Lambert. Un homme à la retraite lui aussi, ancien comptable, discret mais toujours souriant. Il portait une veste beige élimée et une casquette qu'il ne quittait jamais, même à l'intérieur. Il la salua comme à l'accoutumée, mais son regard trahissait une certaine nervosité. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, puis s'approcha d'un pas lent. « Madame Dumas, vous avez un instant ?» murmura-t-il en gardant sa voix basse. Surprise, Claire acquiesça. Ils s'éloignèrent légèrement de la porte d'entrée pour parler à l'abri des oreilles indiscrètes. Lambert baissa encore le ton, comme s'il allait révéler un secret d'État. « Je n'aimerais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai remarqué quelques mouvements étranges chez vous ces derniers soirs. Des ombres à la fenêtre, des allées, et venues après minuit. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un vous rend visite. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle garda cependant un visage neutre,
feignant l'étonnement sans exagération. « Oh, vous savez, j'ai parfois du mal à dormir. Il m'arrive de marcher un peu dans l'appartement. Rien d'extraordinaire. » Lambert fronça les sourcils. Il n'avait pas l'air convaincu. Il chercha ses mots, puis reprit. « J'ai aussi vu une silhouette masculine, il me semble, tard dans la nuit. Pas vous, ni un voisin habituel. Je me suis permis de regarder par la fenêtre. Je ne dis pas que c'est un problème, mais on entend tant de choses, vous comprenez ?» Claire resta immobile un instant, le cœur battant plus vite. Elle savait qu'elle devait répondre avec « Prudence !» Une erreur, un mot de trop, et la présence de Jules pourrait être dévoilée. Elle tenta un sourire. « C'est sans doute mon neveu. Il est de passage pour quelques jours. Il avait besoin d'un endroit tranquille pour se poser. » Lambert acquiesça lentement, l'air soulagé mais encore sceptique. « Bien, bien. Je ne veux pas vous déranger. Juste, faites attention, Claire. Il y a eu des cambriolages récents dans le quartier. Et on n'est jamais trop prudent. Merci, Lambert. Je ferai attention, promis. » Ils se séparèrent après ces paroles, mais Claire sentit une tension nouvelle s'installer. En remontant les escaliers, elle s'arrêta sur le palier et resta quelques secondes à écouter les bruits dans l'immeuble. Rien de suspect. Pourtant, elle savait que quelque chose venait de basculer. Le voile d'anonymat de Jules s'effilochait, et avec lui, la tranquillité qu'elle s'efforçait de maintenir. Elle retrouva Jules dans la cuisine, assis à la table, son bol vide devant lui. Il leva les yeux vers elle, devinant sans doute à son expression que quelque chose s'était produit. « Quelqu'un a parlé ?» demanda-t-il aussitôt, la voix tendue. « Mon voisin, Lambert. Il a vu quelque chose. Il se doute qu'il y a quelqu'un ici. J'ai dit que tu étais mon neveu. » Jules serra les mâchoires, son regard fuyant. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta devant la fenêtre, observant la rue. « Ce n'est plus sûr ici, murmura-t-il. Je vais devoir partir. » Claire sentit une colère étrange monter en elle. Pas contre Jules, mais contre cette situation, absurde qui l'enfermait dans un mensonge qu'elle n'avait jamais souhaité. Elle s'approcha de lui, croisa les bras. « Non, Jules, tu ne pars pas comme ça. Tu m'as demandé du temps, tu l'as eu. Maintenant, tu dois m'en dire plus, juste assez pour que je comprenne ce que je risque. Je t'ai ouvert ma porte. J'ai menti pour toi. Tu me dois au moins ça. » Il la fixa longuement, son regard chargé de fatigue et de peur. Il semblait prêt à parler, prêt à déposer une partie de ce fardeau qu'il traînait comme une ombre. Mais au dernier moment, il détourna les yeux. « Je ne peux pas encore, mais je te jure que je ne suis pas un danger pour toi. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Et ce que je fuis, ce n'est pas la justice. C'est une autre forme de silence, bien plus efficace. On ne veut pas me juger. On veut m'effacer. » Ces mots, prononcés avec une intensité sourde, résonnèrent dans l'esprit de Claire bien après que Jules se soit enfermé à nouveau dans sa chambre. Elle resta debout, seule dans la cuisine, les doigts crispés sur la table. Elle avait l'impression de se trouver au bord d'un gouffre, incapable de voir ce qui se trouvait en dessous. Et plus elle avançait, plus ce gouffre semblait s'ouvrir sous ses pieds. Dans les jours suivants, Lambert croisa plusieurs fois Claire dans l'escalier. Il lui adressait toujours un salut poli, mais son regard, auparavant amical, s'était teinté de curiosité, voire de suspicion. Elle se surprenait à écouter si d'autres voisins avaient remarqué des choses, à redouter le moment où quelqu'un, peut-être plus bavard, oserait poser des questions plus directes. Elle savait que cette situation ne pourrait durer éternellement. Le secret de Jules était trop lourd, trop visible malgré lui. Et plus le temps passait, plus le monde extérieur menaçait de percer le fragile cocon de silence qu'elle avait essayé de maintenir autour de lui. Le matin se leva avec une lumière blafarde, étouffée par un ciel lourd de nuages. Claire, encore secouée par l'échange tendu avec son voisin Lambert, descend dans la cuisine avec une nervosité inhabituelle. Elle trouve, comme chaque jour, depuis l'arrivée de Jules, le bol et la cuillère soigneusement lavés posés près de l'évier. Le plateau vide indique qu'il a pris son petit déjeuner tôt avant de disparaître à nouveau dans la petite pièce qui lui sert de refuge. Ce silence organisé, presque militaire, devient pour elle un rappel constant de l'étrangeté de cette présence. Et pourtant, ce jour-là, un événement anodin vient fissurer définitivement la fragile illusion d'innocence. Alors qu'elle rassemble quelques vêtements sales pour lancer une machine, elle se rend compte que Jules a laissé par mégarde un pantalon sur la chaise près de la porte. C'est la première fois qu'il oublie quelque chose hors de sa pièce. Ce détail, insignifiant pour beaucoup,
résonne comme un relâchement inattendu. Claire, malgré ses scrupules, prend le vêtement, le retourne pour vérifier les poches avant de le glisser dans la machine. Elle y découvre un vieux ticket de caisse froissée, un mouchoir en tissu usé et un objet plus inhabituel, un badge d'accès magnétique, au coin légèrement usé, sur lequel est inscrit un nom qu'elle ne reconnaît pas. Luc Morel. Elle s'immobilise, le cœur battant, plus vite. Elle observe le badge, le retourne, y voit une photo en noir et blanc légèrement délavée. Le visage est celui de Jules, sans aucun doute, bien qu'il ait l'air un peu plus jeune, rasé de près, avec des traits moins tirés par la fatigue. La mention « Sécurité niveau B » est imprimée en rouge sur le plastique. Claire serre l'objet dans sa main, une série de pensées contraires envahissant son esprit. Qui est cet homme qu'elle a laissé entrer chez elle? Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi cacher cette identité? Elle prend le badge, le glisse dans sa poche et décide de ne rien dire immédiatement. Mais son esprit est en ébullition. Tout ce que Jules a dit ou évité de dire prend un autre sens. L'homme qui dort dans la pièce voisine n'est pas simplement un sans-abri cherchant refuge. Il est lié à une structure, à une entreprise, peut-être même à une affaire plus vaste. Le silence qu'il cultive n'est pas une simple réserve, c'est une nécessité. Plus tard dans l'après-midi, elle le trouve assis dans le salon, le dos tourné vers elle, les mains posées sur ses genoux. Il semble perdu dans ses pensées. Claire avance lentement, s'installe en face de lui. Elle sort le badge de sa poche, le pose doucement sur la table basse entre eux. Jules ne sursaute pas. Il regarde l'objet, le fixe longuement, puis relève les yeux vers elle. « Tu t'appelles Luc Morel, n'est-ce pas ?» demande-t-elle d'une voix calme, sans colère, mais avec une fermeté contenue. Il ferme les yeux comme si la vérité, désormais mise à nu, lui enlevait un poids autant qu'elle en ajoutait un nouveau. « Oui, finit-il par dire, c'est mon vrai nom. » Et Jules. Un prénom d'emprunt, un des nombreux que j'ai utilisés ces derniers mois. Un silence s'installe. Claire ne le brise pas. Elle attend. Elle sent que cette fois les digues vont céder. Luc prend une grande inspiration. « J'ai travaillé pour une entreprise de sécurité informatique, à Paris, une grande boîte, très influente. Officiellement, on développait des systèmes de surveillance pour des infrastructures critiques. Officieusement, on allait beaucoup plus loin. Intrusion, espionnage industriel, surveillance ciblée de civils. J'ai commencé à poser des questions, à refuser certains ordres. Un jour, j'ai découvert un projet, quelque chose de trop gros pour être ignoré. Je suis allé voir les supérieurs. Je pensais naïvement que la vérité suffisait. Le lendemain, mon badge ne passait plus. Mon accès au réseau avait été supprimé. J'étais devenu un fantôme. Il se lève, marche quelques pas, puis se tourne vers Claire, les yeux brillants de fatigue. J'ai fui, avec quelques fichiers, assez pour prouver ce que je dis. J'ai changé de ville, de nom, de rythme, et puis je vous ai trouvé. Claire reste assise, les mains croisées sur ses genoux. Elle mesure le poids de ce qu'elle vient d'entendre. Chaque mot de Luc renforce l'évidence qu'elle sentait grandir depuis son arrivée. Cet homme n'est pas un simple fuyard. Il est le porteur d'un secret. Pourquoi ne pas aller à la police? Luc ricane, un son sec sans joie. Vous croyez qu'ils ne sont pas impliqués? Vous croyez qu'un système capable de surveiller des milliers de personnes sans mandat ne serait pas protégé par des gens bien placés? J'ai tenté d'envoyer des preuves à quelques journalistes. Ils ne répondent pas, ou me disent de disparaître. J'ai compris que je devais gagner du temps. Trouver une personne de confiance. Claire baisse les yeux puis les relève lentement. Et tu penses que je suis cette personne? Vous ne m'avez pas trahi. Vous m'avez offert un toit, un silence, un peu d'humanité. Je n'attendais rien, mais vous m'avez écouté. Elle reste silencieuse. Une part d'elle veut encore se protéger, fermer la porte, appeler quelqu'un, se débarrasser de ce fardeau. Mais une autre, plus ancienne, plus profonde, celle qui a toujours enseigné que la vérité mérite d'être entendue, lui souffle qu'elle doit rester, qu'elle doit aider, même si elle ne comprend pas tout, même si cela la met en danger. Luc retourne dans sa pièce sans un mot de plus. Il laisse le badge sur la table. Claire, seule à nouveau, regarde cet objet longtemps. Elle pense à son voisin Lambert, au regard dans l'immeuble, à tout ce que cela pourrait devenir. Et elle comprend que rien ne sera plus jamais comme avant. Le jour se levait à peine sur Lyon, encore enveloppé par un voile d'humidité et de silence. Claire s'était réveillée tôt, bien avant l'aube.
envahie par un pressentiment diffus, comme une vibration invisible qui traversait les murs et faisait trembler ses pensées. Depuis la veille, depuis l'aveu partiel de Luc et la révélation de son identité, elle savait que le temps qu'il partageait, aussi fragile soit-il, touchait à sa fin. Ce n'était pas une intuition vague, mais une certitude froide, inscrite dans chaque regard de Luc, dans chaque mouvement furtif de ses mains, dans la façon dont il fermait désormais sa porte la nuit, avec une lenteur presque cérémonieuse. Claire n'avait plus besoin de poser de questions. Elle savait que l'invisible les avait déjà encerclés. Ce matin-là, elle se préparait une tasse de thé lorsqu'un bruit inhabituel coupa net le murmure tranquille de la bouilloire. Un grondement sourd, lointain, puis plus proche, plus net. Un moteur, plusieurs moteurs, des pneus sur les pavés, des portières qui claquent, et soudain, une voix amplifiée, grave, autoritaire. « Madame Claire Dumas, sortez immédiatement. Ceci est la police nationale. Ouvrez la porte, les mains en l'air. » Claire resta figée, sa tasse à moitié pleine tremblant dans sa main. Son cœur accéléra brusquement. Elle posa la tasse sur la table, se précipita vers la fenêtre. Bas, dans la ruelle encore embrumée, 10 hommes en uniforme noir, armés, casqués, encerclaient l'immeuble. 2 véhicules banalisés, une fourgonnette de police, tous phares allumés. Aucun doute possible, ils étaient venus pour Luc. Elle entendit des pas précipités dans le couloir. Luc, déjà debout, sans veste, le visage fermé, apparut dans la cuisine. « Ils sont là », dit-elle d'une voix blanche. Il hocha la tête. Il ne semblait ni surpris ni affolé, seulement résigné. « Je dois sortir. S'ils entrent, ils vous feront du mal. Ils ne croient pas aux innocents. Ils n'en cherchent pas. Tu ne peux pas fuir, Luc. Ils sont partout. » Il s'approcha de la fenêtre, observa rapidement la disposition des agents. Il n'y avait effectivement aucune issue. Claire sentit son souffle devenir plus court. « Tu savais que cela allait arriver, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, presque en colère, presque triste. « Je le redoutais, mais je ne pensais pas que ce serait si vite. » On frappa à la porte, une première fois, puis plus fort. Un autre, ordre fut lancé depuis l'extérieur. « Madame Dumas, ouvrez ou nous défonçons la porte. » Claire se dirigea lentement vers l'entrée. Elle déverrouilla le loquet, ouvrit à peine, mais suffisamment pour voir le regard dur du policier en tête de file. « Sortez, madame. Tout de suite. » Les mains visibles. Elle obéit, tremblante. Elle leva les mains, franchit le seuil. Derrière, elle, Luc, fit un pas dans le couloir. Les policiers s'agitèrent immédiatement. Les armes se levèrent. Claire voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Luc leva les mains. « C'est moi que vous cherchez. Je me rends. Ne lui faites aucun mal. » Un instant de tension absolue suspendit le temps. Puis 2 policiers s'avancèrent, le plaquèrent contre le mur, le menottèrent avec brutalité. Claire vit son visage se contracter de douleur, mais il ne cria pas. Il ne résista pas. Il resta droit, digne, même au cœur de l'humiliation. Un agent fouilla l'appartement. Un autre l'interrogea rapidement, vérifia ses papiers, sa profession, ses antécédents. Claire répondit mécaniquement. Elle ne mentit pas, mais ne raconta pas tout non plus. Elle dit qu'il s'appelait Jules, qu'il avait demandé de l'aide, qu'elle ignorait son identité réelle. Le policier la regarda avec méfiance, nota ses propos, puis la laissa là, debout sur le pas de la porte pendant qu'ils emmenaient Luc. Avant d'être poussé dans la fourgonnette, il se retourna. Il chercha Claire du regard. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta une seconde. Il murmura simplement « Merci, vous avez été la seule à écouter. » Puis les portes claquèrent, le véhicule démarra, les autres suivirent. En quelques minutes, tout redevint silencieux. Claire se retrouva seule face à son immeuble, avec dans la poitrine un vide qu'elle ne savait pas nommer. Elle remonta lentement chez elle, chaque marche semblant peser plus que la précédente. L'appartement était en désordre, mais intact. Elle referma la porte, resta immobile dans le couloir. Elle regarda la pièce où Luc avait dormi, si calme, si vide maintenant. Le matelas était encore là. Le drap froissé gardait l'empreinte de son corps. Elle s'approcha, effleura du bout des doigts l'endroit où il s'était souvent assis. Et elle comprit que son monde venait de changer. Pas seulement à cause de ce que Luc avait fui, mais à cause de ce qu'elle-même avait accepté de voir, de protéger, de croire. Le regard qu'il lui avait lancé, ces mots, simples et sincères, pesaient plus lourd que n'importe quel rapport de police. Claire savait à présent qu'il ne mentait pas.
Mais dans les jours à venir, il lui faudrait des preuves, des faits. Elle ne pouvait pas se contenter d'un souvenir. Elle devait comprendre jusqu'au bout ce que Luc avait tenté de révéler. Et pourquoi 10 policiers avaient été envoyés à l'aube pour faire taire un homme qui n'avait opposé aucune résistance. Les jours qui suivirent l'arrestation de Luc plongeaient Claire dans un état de torpeur mêlé d'inquiétude et de colère sourde. Elle avait cru pouvoir retrouver une forme de calme après cette tempête soudaine de policiers, de cris et de menottes. Mais le silence revenu, dans son appartement, n'apportait aucun soulagement. Il pesait, il étouffait. Chaque pièce où Luc avait marché semblait chargée de son absence. Chaque objet qu'il avait touché paraissait contenir une partie de son histoire, comme un écho resté suspendu entre les murs. Elle passait des heures à la fenêtre, la même d'où elle l'avait vu pour la première fois, recroquevillée près de la benne cette nuit glaciale. Tout avait commencé là, dans cette simple impulsion d'humanité. Mais maintenant, tout lui semblait irréel. La Claire qu'elle était il y a quelques semaines n'aurait jamais imaginé se retrouver mêlée à ce genre d'histoire. Pourtant, elle n'éprouvait aucun regret. Elle savait au plus profond d'elle qu'elle avait agi par bonté, mais aussi par lucidité. Il y avait dans le regard de Luc une détresse que l'on ne pouvait inventer. 3 jours après l'arrestation, Claire décida de se rendre au commissariat du quartier, non pas pour dénoncer quoi que ce soit, mais pour comprendre ce qu'il était advenu de l'homme qu'elle avait hébergé. Elle dut patienter de longues minutes dans un hall froid, assise sur une chaise en plastique, sous les néons blafards. Un jeune agent finit par l'accueillir, la conduisant dans un bureau nu, où une autre policière plus âgée l'attendait, dossiers en main. « Madame Dumas, nous avons noté votre déclaration lors de l'intervention. Vous dites ne pas connaître le véritable nom de l'individu. Pourtant, il avait un badge professionnel à son nom. Luc Morel. Vous confirmez ne pas avoir été au courant ?» Claire hocha la tête. « Il m'a dit s'appeler Jules. Ce n'est que la veille que j'ai trouvé un badge portant son vrai nom. Il n'a rien nié, mais il ne m'a pas donné plus de détails. » La policière consulta ses papiers, puis croisa les bras. Luc Morel est soupçonné d'avoir participé à une infiltration illégale dans un réseau informatique gouvernemental. Il aurait eu accès à des données confidentielles, sensibles, liées à des projets de sécurité nationale. Claire sentit une crispation dans sa poitrine. Ce n'était pas rien, mais les mots utilisés lui semblaient trop larges, trop vagues, une histoire trop propre pour être vraie. « Soupçonné » répéta-t-elle. « Mais il n'a pas été inculpé ?» L'enquête est en cours. Il est actuellement en garde à vue prolongée à Paris. Les informations sont classifiées pour le moment. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une affaire sérieuse. Il est recherché depuis plusieurs mois. Vous auriez pu être poursuivie pour recel, madame. Claire soutint son regard. Elle n'avait pas peur. Elle ressentait seulement une frustration croissante. Mais je ne le suis pas, n'est-ce pas? Parce que vous savez que je ne savais rien. Et peut-être aussi parce que ce qu'il a tenté de faire n'est pas aussi illégal que ce que vous affirmez. La policière ne répondit pas, se contentant de refermer le dossier avec un soupir. Je vous conseille de ne pas trop vous mêler de cette affaire. Elle vous dépasse. Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit de Claire. Elle n'avait pas l'intention de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais ce dossier, cette affaire, cette présence silencieuse qui avait partagé son toit, tout cela la concernait désormais profondément. Et elle sentait avec une clarté douloureuse que la vérité n'avait pas encore été révélée. Le soir même, alors qu'elle préparait du thé pour calmer ses nerfs, elle entendit un bruit sous le meuble de la chambre où Luc avait dormi. Un petit glissement, comme si quelque chose s'était décroché. Elle s'agenouilla, tendit la main et en retira un objet finement glissé entre les lattes du sommier, un carnet de notes. La couverture était usée, la reliure à peine maintenue par du scotch. À l'intérieur, une écriture serrée, nerveuse, remplissait les pages. Des dates, des noms, des schémas. Et surtout, un mot revenait souvent. Projet Gaïa. Claire tourna les pages, fébrile. Elle reconnut des termes techniques, des références à des serveurs, des procédures de contournement de sécurité, mais aussi des fragments plus personnels. Il m'observe. Chaque mouvement, même les mails sont tracés. Ou encore, ils veulent le silence, pas la justice. Je dois sortir avant qu'il ne soit trop tard. Elle posa le carnet sur la table, le cœur battant à tout rompre. Elle comprit alors que Luc ne fuyait pas une justice ordinaire. Il essayait de révéler quelque chose de bien plus vaste, bien plus dangereux, et qu'en silence,
Il avait cherché un moyen de transmettre ce savoir avant qu'il ne soit effacé. Un sentiment de responsabilité s'empara d'elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas garder cela pour elle. Elle connaissait une personne, un ancien élève devenu journaliste d'investigation, Marc Joly, avec qui elle avait gardé un contact épisodique. Elle composa son numéro, les mains tremblantes, priant pour qu'il réponde. À la 3e sonnerie, sa voix résonna dans le combiné clair, professionnel. « Marc, c'est Claire Dumas. J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose d'important. » Et dans cette phrase, elle sentit que tout allait basculer. À nouveau, mais cette fois, elle serait prête. Le lendemain de sa conversation avec Marc, Claire se réveilla avec un poids nouveau dans la poitrine, un mélange de détermination et de doute. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en appelant le journaliste. Elle connaissait Marc depuis l'adolescence. L'un de ses élèves vifs, brillants, parfois indisciplinés, mais doté d'un instinct rare pour débusquer ce qui se cache sous les apparences. Elle l'avait vu, au fil des années, se bâtir une réputation d'enquêteur obstiné, redouté par certains milieux, respecté par d'autres. Il avait promis de venir dans les 2 jours, le temps de se libérer de son enquête en cours. En attendant, Claire continua de relire le carnet de Luc, page après page, découvrant chaque détail avec une attention presque sacrée. Mais, avant que Marc ne la rejoigne, une nouvelle fit irruption dans sa vie comme un coup près. Les journaux du matin titraient en grand sur l'affaire Luc Morel. Les mots sautaient à la figure, imprimés en noir gras sur les colonnes principales de plusieurs quotidiens régionaux et nationaux. Arrestation à Lyon. Un ancien employé accusé d'avoir volé des données sensibles. Espionnage industriel ou trahison. Le cas Luc Morel fait trembler le secteur tech. Un pirate en cavale retrouvé chez une retraitée. Claire lut chaque article avec un mélange d'indignation et d'effroi. L'histoire racontée n'avait presque rien à voir avec celle qu'elle connaissait. Les journalistes, manifestement briefés par des sources officielles, dépeignaient Luc comme un ancien employé frustré, congédié pour faute professionnelle, qui aurait pénétré illégalement dans les systèmes informatiques de son ex-employeur dans le but de nuire à la société. On parlait de chantage, de tentatives de revente de données confidentielles et même de liens supposés avec des groupes cybercriminels. Mais plus elle lisait, plus tout cela sonnait faux. Ce n'était pas seulement une question d'instinct, c'était une question de cohérence. Luc n'était pas ce genre d'homme. Elle l'avait vu trembler. Elle l'avait entendu parler avec une sincérité désarmante. Il n'était ni agressif, ni intéressé par l'argent, ni cynique. Tout dans son comportement trahissait la peur, pas l'arrogance d'un homme sûr de son pouvoir. Il n'avait jamais tenté de lui extorquer quoi que ce soit, jamais évoqué un quelconque gain à tirer de ce qu'il savait. Claire se sentit prise d'un vertige. Elle repensa aux mots de la policière. « Cette affaire vous dépasse. » Était-ce une manière de la dissuader d'approfondir? Une menace voilée? Elle se demanda si les journalistes avaient eux-mêmes essayé de creuser, ou s'ils avaient simplement recopié les communiqués de presse officiels. Elle alluma la radio, cherchant des commentaires en direct. Sur une station nationale, un débat avait lieu entre 2 chroniqueurs et un expert en cybersécurité. Tous s'accordèrent sur le fait que Luc Morel était dangereux, un traître moderne, symptomatique d'une génération qui ne respecte plus la confidentialité des entreprises. À aucun moment, quelqu'un ne souleva l'idée qu'il ait pu vouloir dénoncer un abus. Pas une seule fois le mot lanceur d'alerte ne fut prononcé. Claire sentit une colère froide monter en elle. Elle se leva, prit le carnet, le relut encore, cherchant des indices, des contradictions. Mais tout semblait correspondre à ce qu'il lui avait confié. Elle se mit alors à fouiller plus largement dans la chambre. Derrière une pile de livres, elle trouva un petit objet qu'elle n'avait pas encore remarqué. Une clé USB noire marquée au feutre rouge de 3 lettres sobres, mais lourdes de mystère, PG. Elle comprit aussitôt. Projet Gaïa. Le cœur battant, elle inséra la clé dans son ordinateur portable, retenant son souffle. À l'intérieur, plusieurs dossiers, des dizaines de documents PDF, des feuilles de calcul, des extraits de courriels, la plupart cryptés mais certains accessibles. Elle ouvrit les premiers fichiers. Ils contenaient des transcriptions de réunions, des copies de messages internes. On y parlait de collecte non déclarée de données, de modèles prédictifs comportementaux, de injection de scripts dans les réseaux publics pour tester la résilience civile à des stimuli artificiels. Les mots étaient froids, techniques, mais leur sens était glaçant.
Il était question de surveillance massive, de manipulation algorithmique, de tests psychologiques sur la population à travers des campagnes ciblées d'information, sans consentement, sans contrôle, sous couvert de sécurité nationale. Claire comprit que Luc ne fuyait pas un simple scandale industriel. Il portait sur ses épaules la preuve d'un système qui, dans l'ombre, prenait forme pour transformer la société en un immense laboratoire de contrôle. Lorsqu'elle ferma l'ordinateur, les mains glacées, elle entendit la sonnette retentir. C'était Marc. Il entra, l'air grave, l'œil déjà en alerte. Elle lui tendit la clé, le carnet, sans mots. Il comprit immédiatement la gravité de ce qu'il avait entre les mains. Ils passèrent la journée à tout analyser, à vérifier les dates, les noms, les pistes. Marc connaissait certains des responsables mentionnés dans les échanges. Il reconnut un haut fonctionnaire, un ancien PDG devenu conseiller spécial auprès d'un ministère. Il murmura plusieurs fois que tout cela était explosif. « Tu ne t'es pas trompé, Claire. Ce qu'il avait entre les mains, c'est bien plus gros que ce que les journaux racontent. Et s'ils mentent, c'est qu'ils veulent contrôler la version officielle. Ce que tu viens de me confier peut tout changer. » Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit, prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit moins seule. Quelqu'un la croyait. Quelqu'un était prêt à agir. « Alors on va faire quoi ?» demanda-t-elle. Marc la regarda avec un sérieux qu'elle ne lui connaissait pas. « On va faire ce que Luc n'a pas pu faire. On va parler, mais pas comme eux. On va tout montrer, tout prouver. Et surtout, on va choisir le bon moment, parce qu'une vérité trop tôt révélée, c'est comme une graine jetée dans le désert. Elle meurt avant d'avoir germé. » Claire acquiesça. Elle savait désormais que le chemin serait long, dangereux, mais elle avait une mission, et elle ne reculerait plus. Le matin suivant, une fine pluie battait les vitres de l'appartement de Claire, transformant le quartier en un tableau aquarellé par le gris. L'intérieur, pourtant, baignait dans une tension bien plus dense que l'humidité extérieure. Après une nuit presque blanche, à relire les documents, à débattre avec Marc sur la stratégie à adopter, Claire se sentait étrangement éveillée. Comme si le fait de connaître enfin la vérité avait réactivé en elle une énergie enfouie depuis des années. Ce n'était plus seulement l'affaire de Luc, c'était devenu la sienne. Marc s'était installé dans le salon avec son ordinateur portable et une multitude de feuilles griffonnées. Il prenait des notes, comparait des fichiers, analysait les métadonnées des documents contenus dans la clé USB. Chaque nouveau détail confirmait leurs soupçons. L'ampleur de ce projet Gaïa dépassait tout ce que Claire aurait pu imaginer. Un réseau tentaculaire de surveillance civile, de collecte algorithmique, de manipulation comportementale dissimulée derrière une prétendue sécurité numérique. Alors qu'elle s'apprêtait à ranger les affaires de Luc, un geste banal qu'elle avait longtemps reporté, Claire tira le matelas de la petite pièce où il avait dormi, cherchant à le redresser pour passer l'aspirateur en dessous. C'est alors qu'elle sentit une résistance, comme si quelque chose était dissimulé entre les lattes du sommier. Intriguée, elle se pencha, tendit la main et en ressortit une enveloppe Kraft scellée au scotch brun. Aucune inscription. Visible, aucun nom, aucun logo. Elle l'observa un moment, le cœur battant, avant de la porter à Marc. Il la décacheta avec précaution, utilisant un couteau de cuisine pour ne pas abîmer le contenu. À l'intérieur, plusieurs feuillets manuscrits, un petit disque dur externe et une photo en noir et blanc. La photo montrait Luc, plus jeune, souriant à côté d'un autre homme, inconnu de Claire. Au dos, une simple mention. Genève, 2019. Les feuilles, quant à elles, étaient d'une écriture légèrement différente du carnet, moins pressée, plus structurée. C'était une lettre ou plutôt une confession. Luc y racontait les derniers mois avant sa fuite, les réunions tendues, les menaces implicites, les tentatives de le faire taire. Il mentionnait une conversation secrète avec un collègue suisse, rencontré à Genève, probablement l'homme de la photo, qui lui aurait révélé l'étendue réelle du projet. Il parlait aussi de la décision qu'il avait hantée, prendre les preuves, s'enfuir, espérer trouver quelqu'un capable de porter la vérité jusqu'au public. « Si vous lisez ceci, » disait l'un des passages, « c'est que je n'ai pas réussi à tout dire. Peut-être qu'on m'a arrêté, peut-être qu'on m'a déjà fait disparaître, mais j'ai caché ici ce que je ne pouvais pas encore expliquer à Claire. Elle m'a offert une chose rare, du temps. Je devais l'utiliser à bon escient. » Marc lut le document plusieurs fois en silence. Puis il prit le disque dur,
le connecta à son ordinateur. Contrairement à la clé USB, ce support contenait des vidéos, des enregistrements audio et surtout une base de données chiffrée dont le mot de passe fut difficile à trouver. Après plusieurs tentatives, Claire se souvint d'une phrase que Luc avait prononcée un soir, presque par hasard. « Les arbres ne mentent jamais ». Elle proposa « Platane, 1992 », une référence à la ville et à un détail du carnet. Et la base s'ouvrit. Ce qu'ils découvrirent dépassait de loin tout ce qu'ils avaient vu jusque-là. Des extraits de réunions internes filmés clandestinement où l'on entendait des dirigeants d'entreprises discuter de taux de tolérance au choc chez la population française. Des courriels échangés avec des consultants étrangers sur des protocoles de manipulation sociale. Un tableau de suivi avec des noms, des numéros d'identifiants. Des scores comportementaux attribués à des milliers de citoyens, classés selon leur réactivité à certaines stimuli politiques. Claire sentit son souffle se bloquer. Ce n'était plus un soupçon, ce n'était plus un récit, c'était une machinerie parfaitement huilée visant à réduire les individus à des unités de réponse, à des comportements prédits et manipulés. Marc se leva, fit quelques pas, incapable de rester assis. « C'est une bombe. Si on sort ça, tout explose. L'entreprise, les responsables politiques, peut-être même certaines agences d'État. Mais on ne peut pas se rater. S'ils découvrent qu'on a ça... » Il ne termina pas sa phrase. Claire comprenait. Ce qu'ils tenaient entre les mains était à la fois une vérité et une menace. Ils allaient devoir réfléchir à chaque mot, chaque mouvement. Ils ne pouvaient pas compter sur les canaux classiques, ceux-là même qui avaient étouffé Luc dès qu'il avait tenté de parler. On va devoir tout vérifier, sécuriser chaque fichier, crypter les sauvegardes. Et ensuite, on devra choisir à qui on transmet. Mais surtout, on devra parler publiquement. Il faudra que quelqu'un prenne la parole de manière incontestable. Claire, jusque-là silencieuse, leva les yeux vers lui. « Moi, dit-elle, c'est moi qui parlerai. Je suis une citoyenne ordinaire, je n'ai rien à perdre. Et ils m'ont déjà sous-estimé une fois. » Marc la fixa, troublé. Il voyait dans ses yeux une force nouvelle, une clarté qu'il ne lui connaissait pas. « Tu sais ce que ça implique ? » ?»« Oui, mais je ne peux pas faire marche arrière. Pas après ce qu'il m'a confié, pas après ce que j'ai vu. » Ils passèrent le reste de la journée à structurer les documents, à rédiger une chronologie précise des faits, à identifier les personnes clés. Marc activa ses contacts les plus sûrs, des journalistes indépendants, des plateformes spécialisées dans les fuites protégées. Chaque étape devait être pensée, protégée, doublée. Et pendant qu'il travaillait, une image ne quittait pas l'esprit de Claire, celle de Luc, menotté, emmené dans le silence, après avoir dit « Vous avez été la seule à m'écouter ». Elle comprenait maintenant l'ampleur de ce qu'il lui avait confié, et elle était prête à lui rendre justice à n'importe quel prix. Les jours qui suivirent furent d'une intensité que Claire n'aurait jamais pu anticiper. Chaque heure semblait peser plus lourd que la précédente, comme si le temps lui-même résistait à l'inéluctable. Elle et Marc travaillaient dans une rigueur presque militaire, vérification des sources, recoupement des documents, mise en forme des preuves, protection des données sur plusieurs serveurs sécurisés. Aucun détail n'était laissé au hasard. La moindre faille pouvait anéantir leur action. Ils savaient désormais qu'ils n'avaient pas affaire à une entreprise isolée, mais à un réseau organisé, opaque, mêlant le secteur privé, des agences publiques et, possiblement, des intérêts politiques d'envergure. Marc avait contacté 2 journalistes d'investigation à la réputation sans faille. L'un écrivait pour un média indépendant, connu pour ses enquêtes à haut risque. L'autre travaillait pour une plateforme européenne spécialisée dans les révélations de corruption institutionnelle. Tous 2 acceptèrent de s'impliquer, à condition que les documents soient authentifiés par un expert tiers et que les témoignages soient recevables légalement. Claire, de son côté, rédigea un témoignage détaillé. Elle raconta chaque moment, depuis la première nuit où elle avait aperçu Luc près de ses poubelles, jusqu'au matin où il avait été emmené par les forces de l'ordre. Elle décrivit ses doutes, ses observations, les silences de Luc, son changement progressif de perception, la découverte du badge, du carnet, de la clé USB, puis de l'enveloppe. Elle ne tenta pas de se dédouaner, ni de dramatiser son rôle. Elle s'en tint aux faits, mais y ajouta la charge émotionnelle de quelqu'un qui avait vu, senti, compris ce que la plupart avaient ignoré.
Lorsque les journalistes publièrent la première vague d'articles, le choc fut immédiat. Le dossier était explosif, les preuves irréfutables. Les vidéos montraient des cadres dirigeants évoquant sans détour la manipulation de masse. Les échanges d'emails révélaient un cynisme glaçant dans l'élaboration des stratégies de contrôle algorithmique. Des responsables d'institutions publiques y apparaissaient, parlant de stabilisation sociale par anticipation comportementale, un euphémisme pour désigner des techniques proches du conditionnement. Les journaux télévisés ne purent ignorer l'affaire. Les chaînes d'information en continu durent, à contre-cœur, relayer ce qui devenait viral sur les réseaux sociaux. Claire, filmée chez elle, accepta de témoigner publiquement. Elle parlait calmement, avec cette sincérité tranquille qui forçait l'écoute. Elle ne criait pas, ne dénonçait pas à outrance. Elle racontait, simplement, et c'est cela qui frappa les esprits. Une femme ordinaire, sans affiliation politique, sans intérêt personnel, qui décidait de risquer sa tranquillité pour porter la voix d'un homme qu'elle avait hébergé sans rien savoir de lui. Marc, quant à lui, coordonna la diffusion avec une précision de chirurgien. Il savait comment se protéger, comment protéger Claire, comment exposer les informations sans commettre d'erreurs judiciaires. Il utilisa ses contacts pour alerter discrètement certains députés, certains magistrats. Bientôt, une commission parlementaire fut annoncée. Les premiers noms cités dans les documents furent convoqués pour s'expliquer. Les dirigeants de l'entreprise impliquée, initialement muets, publièrent un communiqué de crise, niant tout en bloc, évoquant des manipulations, un piratage, des documents sortis de leur contexte. Mais il était trop tard. L'opinion publique, galvanisée par la clarté des révélations, exigeait des réponses. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs villes, réclamant transparence et responsabilité. Les associations de défense des libertés numériques prirent la tête du mouvement, soutenus par des professeurs, des chercheurs, des citoyens indignés. Luc, pendant ce temps, était toujours détenu. Mais face à l'ampleur de ce qui avait été révélé, son statut commença à changer. Des avocats spécialisés dans la défense des lanceurs d'alerte se proposèrent pour le représenter. Un collectif international prit contact avec Claire, lui proposant un soutien juridique et médiatique. Le ministère de la Justice, sous pression, fut contraint de réévaluer sa détention. Il ne s'agissait plus d'un criminel présumé, mais d'un citoyen qui, selon de nombreux experts, avait agi pour protéger le public. Claire suivait chaque développement avec une lucidité renforcée par l'épuisement. Elle n'avait pas cherché ce rôle. Elle ne s'était jamais imaginée dans la peau d'une figure publique. Mais elle acceptait maintenant sa position avec une dignité qui impressionnait même les plus sceptiques. Ce n'était pas elle qu'il fallait admirer, disait-elle souvent, mais la vérité elle-même. Ce qu'elle représentait, ce qu'elle exigeait de chacun. Une semaine après la publication, un appel parvint à Marc. C'était un représentant d'un organe européen de régulation numérique. Il souhaitait organiser une rencontre confidentielle avec Claire pour entendre son récit directement. Elle accepta. Et lors de cette réunion, dans une salle discrète d'un bâtiment administratif à Bruxelles, elle livra de nouveau son témoignage, cette fois devant des experts venus d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de Suède. À la fin de son intervention, l'un d'eux déclara d'une voix grave « Ce que vous avez fait, Madame Dumas, est exemplaire. Ce n'est pas seulement un acte de courage. C'est un rappel que la démocratie repose sur la vigilance de chacun. » Claire ne répondit pas. Elle pensait à Luc, à son silence, à ses mains tremblantes, à ses yeux fatigués. Elle se dit que, peut-être, il entendait parler de ce qui se passait dehors, et qu'il savait, au fond de lui, qu'elle avait tenu parole. Mais l'histoire n'était pas terminée. Ce qu'ils avaient révélé n'était que le début. D'autres documents attendaient d'être étudiés, d'autres noms surgiraient. Et surtout, une question restait en suspens. Combien de temps ces pratiques avaient-elles existé avant que Luc ne les découvre? Claire savait qu'il leur restait encore un long chemin, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit entourée, écoutée, soutenue. Et plus que tout, elle se sentit en paix avec sa décision. La vérité avait vu le jour, et elle en était la gardienne. L'écho des révélations provoquées par le témoignage de Claire et la publication des documents s'amplifiait jour après jour. Ce qui avait commencé comme un article choc dans un média indépendant s'était transformé en une onde de choc politique, juridique et médiatique. Les journaux internationaux reprenaient désormais l'affaire Luc Morel.
La presse française, d'abord frileuse, s'était résolue à couvrir les événements, forcée par l'ampleur de la réaction populaire. Des émissions spéciales furent diffusées, des débats organisés, et les éditorialistes les plus influents s'écharpaient désormais sur les responsabilités à établir. Claire suivait tout cela à distance, toujours épaulée par Marc, dont le téléphone ne cessait de sonner. Des chaînes de télévision, des agences de presse étrangères, des journalistes freelance de Tokyo à Buenos Aires, tous voulaient, l'intervieweur, obtenir un commentaire, une analyse. Un mot sur la dame de la Croix-Rousse, comme l'avait surnommé un quotidien. Mais Claire restait fidèle à une ligne simple. Elle n'était pas une héroïne. Elle avait juste écouté un homme que tout le monde voulait faire taire. Les retombées politiques furent presque immédiates. Un député d'opposition demanda la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, après quelques jours de silence tendu, annonça qu'un audit serait lancé sur l'usage des technologies de surveillance dans les institutions publiques. Plusieurs hauts fonctionnaires mentionnés dans les fuites furent temporairement suspendus de leurs fonctions. Certains nièrent toute implication, d'autres affirmèrent avoir simplement exécuté des ordres. Mais le plus retentissant fut le communiqué de l'entreprise au cœur du scandale, Orna Technologies, une société jusqu'alors respectée pour ses innovations dans la cybersécurité. Sous la pression des médias et des investisseurs, la direction fut contrainte de reconnaître des pratiques expérimentales qui ont pu dépasser le cadre éthique habituel. Cette formulation ambiguë, qui visait à éviter toute reconnaissance de faute, n'eut pour effet que de renforcer la méfiance du public. Des actions en justice furent lancées. Des anciens employés commencèrent à parler. Des courriels supplémentaires furent divulgués. Le vernis craqua. Claire regardait cela se dérouler avec une attention douloureuse. Ce n'était pas une victoire, pas encore. C'était une mise à nu. Et elle savait que ceux qui avaient participé au système ne renonceraient pas si facilement. Derrière les visages publiquement incriminés, d'autres restaient cachés, plus puissants, plus protégés. C'est pourquoi elle décida d'accepter une invitation que Marc jugeait stratégique. Un plateau télévisé de grande audience, en direct, en prime time. Elle prépara cette intervention avec soin. Elle ne voulait pas paraître militante, encore moins naïve. Elle voulait rappeler au public que derrière les technologies, il y avait toujours des humains, et que ceux-ci, dans leur quête de performance ou de sécurité, pouvaient oublier que la société n'était pas un champ d'expérimentation. Le soir de l'émission, elle fut accueillie dans les coulisses par une équipe nerveuse. Le présentateur, réputé pour son agressivité, changea de ton dès qu'il la vit. Il comprit immédiatement qu'il ne faisait pas face à une activiste exaltée, mais à une femme calme, ferme, d'une intelligence tranquille. Claire monta sur le plateau sans trembler. Les caméras s'allumèrent, le silence se fit, et elle parla. Elle raconta son histoire, sans pathos, sans exagération. Elle parla de Luc, de ses silences, de ses peurs. Elle parla du moment où elle avait trouvé le badge, puis du carnet, de la clé USB, de l'enveloppe. Elle expliqua avec des mots simples pourquoi elle avait décidé d'agir. Et surtout, elle insista sur ce qui, selon elle, devait rester au cœur du débat. L'idée que dans une démocratie, la surveillance ne pouvait être exercée sans transparence ni consentement. Le public, en plateau comme à la maison, fut suspendu à ces paroles. Même les chroniqueurs les plus sceptiques restèrent silencieux. À la fin de son intervention, un tonnerre d'applaudissements éclata. Claire ne sourit pas. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni admiration. Elle voulait juste que cette vérité continue de faire son chemin. Les jours suivants, les réactions furent multiples. Des éditoriaux saluèrent sa dignité, sa clarté, sa retenue. Des pétitions circulèrent pour demander la libération de Luc, désormais reconnu comme un lanceur d'alerte. Un collectif d'intellectuels publia une tribune pour réclamer une refonte complète des lois encadrant la surveillance numérique. Des jeunes, dans les lycées et les universités, organisèrent des débats brandissant des pancartes. « Je pourrais être Luc » ou « Merci Claire ». Marc, de son côté, travaillait à la finalisation d'un documentaire. Il avait reçu des fonds d'une fondation européenne pour produire un film d'investigation retraçant toute l'affaire, depuis les premiers soupçons de Luc jusqu'à la diffusion massive des preuves. Claire y participerait, mais elle tenait à ce que Luc en soit le centre. Elle avait été le relais, pas la source. Un matin, alors qu'elle buvait son café à la fenêtre,
la même fenêtre bleue qui avait été le point de départ de toute cette histoire. Elle reçut un appel du cabinet d'un juge d'instruction. Il souhaitait l'entendre à nouveau, cette fois dans le cadre d'une instruction officielle. Elle accepta. Ce n'était plus une affaire médiatique. C'était devenu une affaire d'État. Elle se sentait étrangement sereine. Elle savait que d'autres épreuves viendraient. Mais elle n'était plus seule. Elle avait des alliés. Et surtout, elle avait compris que la vérité, même lorsque certains cherchent à l'écraser, finit toujours par se frayer un chemin, à condition qu'on lui ouvre la porte. Ce qu'elle avait fait un soir d'hiver en tendant la main à un inconnu. Les semaines s'écoulèrent dans une succession d'événements aussi denses qu'imprévisibles. Claire, autrefois simple retraitée discrète de la Croix-Rousse, était désormais sollicitée par des institutions, citée dans les médias, contactée par des citoyens ordinaires qui voyaient en elle une figure d'intégrité. Malgré cette effervescence, elle continuait de vivre simplement. Elle refusait toute rémunération, déclinait les invitations au débat trop médiatisés et gardait son rythme, fait de lecture, de promenade et de silence. Elle ne cherchait ni les feux de la rampe, ni les applaudissements. Ce qu'elle voulait, c'était la reconnaissance de la vérité, et surtout des réponses claires sur ce qu'il était advenu de Luc. Depuis sa dernière intervention télévisée, elle n'avait reçu aucune nouvelle directe de lui, aucun appel, aucun message. Elle savait, par Marc et les avocats, qu'il était toujours sous protection, que sa situation juridique évoluait favorablement, mais qu'il ne pouvait communiquer librement pour des raisons de sécurité. Cette distance imposée lui pesait. Elle repensait souvent à son regard lorsqu'il avait été emmené, aux murmures qu'il lui avait adressés. « Vous avez été la seule à m'écouter ». C'était plus qu'un remerciement. C'était une passerelle entre deux mondes, le sien fait de solitude et d'oubli, et celui de Luc saturé de menaces invisibles. Un matin de mars, alors que les premières feuilles bourgeonnaient sur les platanes de la place Colbert, Claire trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Aucune adresse, aucun tampon. Elle était glissée là, discrètement. Elle la prit, sentit le papier épais, la referma aussitôt chez elle, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite, reconnaissable dès le premier mot. « Claire, je ne sais pas combien de temps cette lettre mettra à vous parvenir, mais je devais vous écrire. Je devais vous dire merci, encore une fois. Et surtout, vous raconter ce que je n'ai pas eu le temps de dire. » La lettre était longue, écrite avec soin, les mots pesés avec justesse. Luc racontait son arrestation, les premiers interrogatoires, la solitude d'une cellule où il savait que tout pouvait basculer. Il parlait de la peur, mais aussi de l'apaisement qu'il avait ressenti en sachant que Claire avait compris. Il avait été transféré plusieurs fois, interrogé par des agents qui ne savaient pas s'ils devaient le considérer comme un criminel ou comme un témoin d'État. Ce flou, disait-il, était la meilleure preuve de l'ampleur du problème. Personne ne savait où le placer dans le récit officiel. Il ne rentrait dans aucune case, ni traître ni héros, seulement un homme avec un fardeau. Je suis aujourd'hui sous la protection d'un programme européen. Il me déplace régulièrement, change mon identité. Ce n'est pas une vie, mais c'est mieux que le néant. Et je peux enfin, petit à petit, contribuer à l'enquête depuis l'intérieur. Ton témoignage a tout changé. Ce que tu as osé dire, faire, risquer, a fait basculer la balance. Ce n'est plus seulement mon combat. C'est devenu un débat public. Claire lut ces lignes avec les larmes aux yeux. Ce n'était pas la peur qui montait en elle, ni la douleur, mais une forme de soulagement profond, intime. Elle n'avait pas rêvé. Elle n'avait pas été naïve. Elle avait agi avec humanité et cela avait porté ses fruits. La lettre continuait. « Je te promets que je reviendrai. Pas tout de suite, mais un jour. Et quand je le ferai, ce ne sera plus en fuyant ni en me cachant. Ce sera pour te remercier de vive voix, pour te dire que tu as été le point fixe dans un monde qui vacillait. D'ici là, continue d'observer par ta fenêtre bleue. Le monde a besoin de regards comme le tien. À bientôt, Luc. » Claire reposa la lettre, resta longtemps assise sans bouger. Elle regardait le vide, ou peut-être quelque chose que personne, d'autres ne pouvaient voir. Un fil invisible tendu à travers l'espace et le temps, entre elle et un homme qu'elle n'avait connu que quelques jours, mais qui avait bouleversé sa vie entière. Elle remit la lettre dans l'enveloppe, la rangea dans un tiroir entre les vieux albums de famille et les lettres d'amour de son mari disparu. Elle se leva, ouvrit la fenêtre. Dehors, les enfants jouaient. Des passants pressés montèrent les pentes de la Croix-Rousse.
Elle inspira profondément. Le printemps s'installait. Et avec lui, l'espoir. Le soir venu, elle alluma la lampe près de son fauteuil, prit un livre qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire. Elle but une tisane au thym. Puis, avant de se coucher, elle regarda une dernière fois cette fenêtre, désormais célèbre, et dit tout bas pour elle seule « Je t'attends, Luc. Reviens quand tu pourras. La porte sera ouverte. Comme toujours. » Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Le tumulte initial de l'affaire Luc Morel, avec ses révélations, ses remous politiques, ses dénonciations publiques, avait laissé place à un silence d'un autre ordre. Non pas l'oubli, mais une forme d'assimilation. Les débats n'étaient plus dans les gros titres, mais dans les textes de loi en préparation, dans les commissions discrètes qui remodelaient la manière dont l'État gérait la technologie, la vie privée et la sécurité numérique. Le nom de Claire n'apparaissait plus aussi souvent, mais ceux qui avaient suivi l'histoire n'avaient pas oublié. Et dans sa rue calme de la Croix-Rousse, elle était devenue une figure à la fois familière et respectée. Les voisins qui l'avaient regardée autrefois avec distance ou curiosité la saluaient désormais avec chaleur. Monsieur Lambert, l'ancien comptable méfiant, lui offrait des viennoiseries le dimanche, sans jamais évoquer ce qu'il avait dit autrefois sur les ombres suspectes. Les enfants du quartier la connaissaient comme la dame de la fenêtre bleue, et l'aidaient parfois à porter ses sacs de marché. Elle avait refusé toute décoration officielle, toute proposition de publication ou d'adaptation de son histoire. Elle ne voulait pas être un symbole figé dans un récit. Ce qu'elle avait fait, disait-elle, n'était rien de plus que ce que chacun devrait faire quand une autre personne frappe à sa porte avec sincérité. Son quotidien, en apparence, avait peu changé. Elle continuait à lire, à écrire, à jardiner sur son balcon. Mais en profondeur, tout en elle avait évolué. Elle observait le monde non plus avec résignation, mais avec une vigilance apaisée. Elle n'avait plus cette solitude qui l'avait enveloppée pendant des années. Une part d'elle était désormais liée à quelque chose de plus vaste, plus vivant que ses routines. Elle avait été, sans le vouloir, une actrice d'un changement. Un jour de mai, alors que le soleil dessinait des ombres nettes sur les façades anciennes, une équipe de télévision vint tourner un reportage dans le quartier. Ils interviewaient des habitants sur la mémoire des lieux, sur les transformations urbaines, sur les figures locales. L'un des journalistes reconnus, Claire la salua avec respect et lui demanda si elle accepterait de dire quelques mots. Elle refusa poliment. Mais plus tard, en repassant devant la caméra installée près de la place, elle s'arrêta, regarda l'objectif de loin et dit, à voix basse, pour elle-même, « On n'a pas besoin de parler pour que les choses changent. Parfois, il suffit d'écouter. » Cette phrase simple et nue résumait tout ce qu'elle avait vécu. Elle l'avait écouté. Cet homme venu de nulle part, tremblant de froid et de peur, assis dans l'ombre d'une benne à ordures. Elle ne l'avait pas jugé. Elle ne lui avait pas demandé de se justifier. Elle lui avait offert un matelas, une soupe, un peu de silence, et ce geste-là, modeste, avait ouvert la voie à une série d'événements qui avaient fait vaciller des structures bien plus grandes que son appartement. Le projet Gaïa, grâce aux enquêtes continues et aux documents diffusés sous surveillance judiciaire, avait été officiellement démantelé. Plusieurs procès étaient en cours. Des victimes de cette surveillance illégale avaient porté plainte soutenues par des associations. L'entreprise Orna Technologies avait perdu ses contrats publics et son conseil d'administration avait été remplacé. Des lois nouvelles étaient en cours de discussion pour encadrer la surveillance algorithmique et les systèmes de profilage numérique. Marc, de son côté, avait terminé le documentaire. Il l'avait intitulé « Fenêtre sur l'ombre », en hommage à Claire. Le film avait été projeté dans plusieurs festivals, acclamé pour sa sobriété, sa puissance émotionnelle et son refus de tout sensationnalisme. Claire ne l'avait vu qu'une fois, dans l'intimité de son salon. Elle avait pleuré doucement, sans bruit, les mains croisées sur ses genoux en revoyant les images de cette époque étrange où sa vie avait basculé. Et puis, un matin comme les autres, alors que Claire ouvrait sa fenêtre pour aérer l'appartement, elle vit un homme marcher lentement de l'autre côté de la rue. Il portait une veste claire, une casquette, et tenait un sac en bandoulière. Elle ne le reconnut pas immédiatement. Ce n'est qu'au moment où il leva les yeux, qu'il s'arrêta, qu'il sourit légèrement, que son cœur accéléra. Luc. Il ne fit pas un geste. Il se contenta de la regarder longuement. Elle, figée à la fenêtre,
sentit une chaleur monter en elle. Elle ne bougea pas non plus. Le moment était suspendu. Puis, lentement, il reprit sa marche, tourna à l'angle et disparut. Il n'était pas venu frapper. Il n'était pas venu s'expliquer. Il était simplement venu montrer qu'il était vivant, libre. Claire resta debout longtemps, les mains posées sur le rebord de la fenêtre. Elle regardait la rue vide, mais pleine de sens. Ce bref passage avait suffi. Il ne lui devait rien. Elle ne lui demandait rien. Le cercle était bouclé. Elle referma la fenêtre, prépara du thé, s'assit à sa table et reprit l'écriture de son journal. En haut de la page, elle écrivit « Aujourd'hui, j'ai vu la paix marcher dans la rue. » Puis elle sourit paisiblement et ajouta « Je suis la femme qui écoutait et j'écoute encore.